breaking news. Deux rois, deux visions, et une monarchie à la croisée des chemins. D'un côté, Élisabeth II, qui a régné pendant plus de 70 ans avec une discipline de fer et une discrétion presque légendaire. De l'autre, Charles III, un roi qui tente aujourd'hui de moderniser une institution fragilisée, sous le regard critique d'un pays en pleine mutation. La comparaison entre ces deux monarques n'est pas simplement une question de style, elle soulève une question bien plus profonde: la monarchie britannique peut-elle encore survivre à l'ère moderne? Et si oui, à quel prix? Pendant des décennies, Élisabeth II a incarné quelque chose que peu de dirigeants dans le monde ont réussi à construire, une permanence presque intemporelle. Sa popularité oscillait régulièrement entre 70 et 90% d'opinions favorables. Elle était respectée bien au-delà des frontières du Royaume-Uni, perçue non pas comme une personnalité politique, mais comme un pilier national, un symbole au-dessus de la mêlée. Et sa méthode était simple en apparence, mais redoutablement efficace: ne jamais révéler ses opinions personnelles, ne jamais s'exposer, rester toujours l'arbitre silencieux. Cette neutralité absolue lui conférait une autorité morale que personne ne pouvait lui contester. Même dans les moments de crise, elle tenait cette ligne. Quand la mort de la princesse Diana a plongé le pays dans un deuil collectif intense, beaucoup lui ont reproché sa froideur apparente, son silence, son refus de laisser paraître l'émotion. Mais même alors, c'est cette retenue qui a finalement protégé l'institution. Elle a laissé passer la tempête. Et la tempête est passée. Mais voilà le problème. Le monde dans lequel Charles III a pris la couronne en septembre 2022 n'est plus celui de sa mère. Et les défis qu'il affronte sont d'une nature bien différente. Sa popularité, bien que stable à environ 60% d'opinion favorable, selon les derniers sondages de janvier 2026, ne ressemble en rien à l'adhésion quasi universelle qu'a connue Élisabeth II. Et derrière ce chiffre global se cachent des fractures bien plus profondes. Chez les jeunes Britanniques entre 18 et 24 ans, son taux d'approbation tombe à seulement 30%. Les jeunes générations ne se reconnaissent plus dans l'institution. Certains remettent même ouvertement en question son utilité. C'est un signal que le palais ne peut pas ignorer. Il apparaît clairement que Charles III a compris la gravité de la situation. Contrairement à sa mère, il a choisi une approche plus personnelle, plus directe. Il prend la parole sur des sujets qui lui tiennent à cœur: l'environnement, le dialogue interreligieux, l'architecture, le bien-être mental. En octobre 2025, il est même devenu le premier monarque britannique à prier aux côtés d'un pape depuis la Réforme, un geste symbolique fort lors d'une visite au Vatican. Et lorsqu'il a annoncé publiquement son traitement contre le cancer, brisant la tradition du silence médical royal, une grande partie de l'opinion publique a salué cette transparence inhabituelle. Pour beaucoup, cela l'a rendu plus humain, plus proche. Mais cette ouverture a un revers. Ce qui protégeait autrefois la monarchie, c'était précisément ce mystère, cette distance calculée. En s'exposant davantage, Charles prend un risque que sa mère n'aurait jamais accepté, celui d'être jugé non plus seulement comme un symbole, mais comme un homme. Mais que dire de sa gestion des crises? Là aussi, la différence avec Élisabeth II est frappante. Face au scandale, Élisabeth II avançait lentement, prudemment, comme si elle attendait que les faits eux-mêmes dictent la marche à suivre. Charles III, lui, semble avoir choisi une autre voie. Face aux controverses entourant le prince Harry et Meghan, puis face à l'affaire du prince Andrew, il a agi de façon plus visible, plus décisive. En octobre 2025, après des années de pression croissante liées au lien de son frère avec Jeffrey Epstein, Charles a initié un processus formel pour retirer à Andrew tous ses titres, style et honneur. En février 2026, après l'arrestation d'Andrew pour soupçon d'inconduite dans l'exercice de fonctions publiques, il a simplement déclaré sa plus profonde préoccupation, ajoutant que la loi devait suivre son cours. Une réponse mesurée, mais rapide, très différente des silences prolongés d'une autre époque. On peut se demander si cette stratégie plus réactive est réellement payante. D'un côté, elle envoie le signal que la monarchie est capable de se réformer, de ne plus protéger les siens à tout prix. De l'autre, chaque prise de position expose Charles à des critiques, à des interprétations, à des controverses qui n'auraient jamais atteint sa mère. Tout suggère que ce dilemme est au cœur du règne de Charles III. Réformer sans fragiliser, moderniser sans perdre ce qui fait la force symbolique de la couronne.
La question de l'abdication revient régulièrement dans les conversations, portée par ceux qui estiment que le prince William, plus jeune et plus populaire avec un taux d'approbation autour de 74%, serait mieux placé pour incarner la monarchie du futur. Mais tout indique que cette option reste très improbable. Dans la tradition britannique, un souverain règne jusqu'à sa mort. Et Charles lui-même a consacré toute sa vie à la préparation de ce rôle. Cependant, une transition progressive des responsabilités vers William semble déjà à l'œuvre, discrète mais réelle, comme si le palais préparait l'avenir sans le proclamer. Il faut aussi regarder au-delà des sondages actuels pour comprendre ce qui est peut-être le vrai danger à long terme. Des données récentes montrent pour la première fois dans l'histoire que les parents de la génération Alpha, les enfants nés après 2010, sont aussi susceptibles de soutenir l'abolition de la monarchie que de la conserver. Ce n'est pas une crise immédiate, mais c'est une tendance lente, profonde, et qui ne semble pas s'inverser. Élisabeth II pouvait compter sur une société majoritairement attachée à l'institution. Charles III, lui, doit convaincre une société qui doute, et c'est peut-être là que réside la vraie différence entre ces deux règnes. Élisabeth II n'avait pas à justifier la monarchie. Elle l'incarnait, point. Charles III, lui, doit constamment prouver sa valeur, sa pertinence, sa modernité. Dans un monde saturé d'informations, où chaque décision royale est analysée, commentée, critiquée en temps réel, cette pression est immense. Alors, la question qui se pose maintenant est de savoir si Charles III sera le roi qui aura su sauver la monarchie en la réformant courageusement, ou si son règne sera perçu, avec le recul de l'histoire, comme le début d'un déclin inéluctable. La réponse dépendra en grande partie de ce que William et Kate feront des cartes qui leur seront transmises. Mais elle dépendra aussi de la façon dont la société britannique et le monde continueront à percevoir l'utilité d'une institution aussi ancienne que contestée. Ce qui est certain, c'est que nous vivons une période charnière pour la couronne britannique. Et chaque décision, chaque geste, chaque silence compte désormais plus que jamais. Si vous voulez rester informé de toutes les évolutions au sein de la famille royale britannique, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Et dites-nous en commentaire, selon vous, Charles III réussira-t-il là où d'autres ont échoué, ou la monarchie britannique est-elle condamnée à décliner ?